Nous, on reçoit énormément de feedback de freelance. On parle énormément avec eux. On sait qu'ils sont confrontés à des difficultés auxquelles ils n'étaient pas confrontés en tant que salariés, mais ils ne regrettent absolument pas leur choix. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le choix pour l'indépendance, pour 95% d'entre eux, pour avoir une flexibilité dans leur rythme de travail, dans leur localisation de travail, pour pouvoir choisir leurs clients, choisir leur mission, être plus en accord avec leurs valeurs. Et tout ça, finalement, ça compense largement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien en tant que freelance. Mon business, les cryptos de Caro, c'était vraiment un side project à la base. C'était à la base juste une chaîne TikTok et une petite newsletter. Et j'y passais, franchement, peut-être 10 minutes par jour pour faire un TikTok et une demi-journée à l'époque, ça devait être pour faire la newsletter. Quand j'ai mesuré la croissance de mon activité, de mon revenu et de toute mon acquisition sur les cryptos de Caro par rapport au temps que j'y passais, j'ai trouvé que c'était incroyable et je me suis dit que je pouvais pas faire autrement que d'y passer tout mon temps et de voir ce que ça donnait. C'est tellement flexible et versatile qu'on peut trouver plein d'opportunités de travail qui vont nous correspondre. Ça peut être aussi très cool de bosser avec des mêmes équipes de manière récurrente et retrouver certains principes du salariat classique en étant free et avec toujours l'opportunité de se dire je peux changer dans la semaine de projet, etc. Je pars de mon cas perso, j'aime ce côté libre et d'être en capacité de décider. Pour moi, c'était ça l'étincelle de départ, en fait, de trouver un mode de travail qui me permette de choisir idéalement mes projets, la manière dont je bosse et comment je peux apporter, et aussi de trouver de la flexibilité, puisque à l'époque de l'agence, j'étais vraiment cantonné à un rôle. J'avais envie de faire de la photo, de proposer d'autres choses, et grâce à ça, j'ai pu m'ouvrir cette brèche-là que j'aurais pas eu en restant dans un mode de travail plus rigide. Un autre conseil très important dans cette ligne, c'est de ne pas se survendre dans son profil, être vraiment très réaliste, de ses forces, de ce qu'on peut apporter comme valeur, mais être aussi réaliste de ses limites, être conscient de ses limites, et ne pas se survendre. Okay. Parce que si on se survend, qu'on reçoit plein d'opportunités et finalement on ne peut pas répondre à ces opportunités, on se dit non, ça je sais pas faire, et donc on ne répond pas aux opportunités, on recevra moins à terme d'opportunités. Donc ça, c'est un peu une erreur de débutant. On peut se vendre sur LinkedIn en commençant de rien presque. On n'est pas obligé d'avoir un énorme réseau. Il peut se créer from scratch comme ça. Moi, j'ai commencé en slip au début, donc j'ai commencé à zéro quasiment. Si vous êtes bon en marketing, vous n'aurez jamais besoin de vendre et faire en sorte que si votre contenu il est bon, les gens ils viendront avec les dollars déjà sortis et vous n'aurez pas besoin de négocier. Et le but, je pense, pour monter ses prix, pour être un freelance qui est attirant, c'est de faire plus d'acquisitions qu'on a de places disponibles. Plus vous êtes authentique avec votre personnalité, plus vous êtes naturel et moins vous êtes entre guillemets professionnel, et plus les gens vont s'intéresser à vous comme si vous étiez une série Netflix en fait. Je rajouterais qu'il faut se lâcher sur l'expertise, et vraiment toi tu le fais, je pense que tu le fais aussi, c'est tout donner, parce qu'en fait s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils voient que ton expertise est meilleure que celle des autres en fait. Donc si tu es un peu sur la réserve, tu mets le frein à main, en fait quelque part ça fonctionnera pas, je crois. Moi je suis dans une position où je vais rechercher des missions et du coup j'ai plutôt intérêt, donc j'essaye de me rendre quand même visible sur LinkedIn et de faire savoir à mon réseau que je fais des choses avec mes clients, etc. Et ce que je fais évidemment, aussi pour faire encore une fois de la pédagogie sur mon métier, mais surtout je vais essayer d'être au bon endroit au bon moment. Donc d'avoir les bonnes personnes qui vont pouvoir m'identifier comme le profil dont ils ont besoin. Avec une communauté énorme de personnes qui venaient tous vers toi, tu ne saurais pas quoi en faire en fait. Ma façon de grandir aujourd'hui, c'est d'essayer d'être un peu de faire la pieuvre et d'aller chercher d'autres sources de revenus qui ne sont pas du temps que je facture. Donc éventuellement produire des modules de formation, des contenus que je mettrai à disposition, et après travailler sur des projets impact comme Jonathan, comme on disait, en task force. Et ça, je le fais un peu en satellite de mes missions, donc le week-end, le soir et le matin. Et globalement, ça, c'est des choses que je facture assez cher. Ma première année de freelancing, j'ai fait 72 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je suis en expected à entre 150 et 200 000 € de chiffre d'affaires. Sur le scale, c'est-à-dire comment faire en sorte de garder le même nombre de temps, parce que comme je vous ai dit, je suis très paresseux. Comment on fait pour maximiser le bien-être et l'argent? Donc la première piste, c'est de faire skyrocket ses prix. Donc si vous êtes très crédible, par exemple si vous êtes CTO de startup as a service,
vous pouvez facturer peut-être probablement 2000 € ou 3000 € la journée. Assez rapidement, en fait, avec une expérience de 18 mois, tu réussis en fait à vendre un truc, je veux dire 18 mois sur LinkedIn, qui est déjà pertinent en fait. C'est ça, c'est pas réservé qu'aux vieux cons, quoi. Et si tu monétises plus ton temps et mieux ton temps que sur des tâches sur lesquelles tu es en train de... en fait, c'est bête et méchant, quoi. Si tu arrives à gagner un jour par semaine à faire moins d'admin, a priori, tu devrais pouvoir le vendre mieux et plus cher.